Bonjour Yannick Enel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes romancier, on vous doit notamment Yann Karski, salué en 2009 par le prix Interallié. Plus récemment, Tiens ferme ta couronne, prix Médicis 2017. Et nous vous recevons cet après-midi à l'occasion de la parution aux éditions Les Échappés de notre solitude. Le récit poignant, fiévreux parfois de votre expérience comme chroniqueur judiciaire du procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher. Tous les matins, le site de Charlie publiait votre compte-rendu de l'audience de la veille. Un exercice long, difficile et parfois presque impossible quand il s'agit de retranscrire l'expérience visuelle de la barbarie. Yannick Enel, est-ce que l'écriture d'un livre vous avait déjà autant coûté ? Non, en effet, vous avez raison de me poser cette question. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait face à que j'ai dû regarder en face mes limites, enfin, des limites béantes, enfin, parce que Avec beaucoup quand d'honnêteté. bah, merci, bah, c'est normal, la littérature pour moi, c'est une forme d'éthique au fond, c'est ma morale à moi et quand on est face à des récits de scènes de crime, quand on revoit, les images comme, elles nous avaient été montrées, lors de l'audience des Kouachi débarquant à Charlie Hebdo et tirant, quand on voit les images de l'Hypercacher, effectivement, il n'est pas du tout aisé de transformer ça en mots et même, au fond, c'est là qu'on est obligé de se poser la question, d'inventer une manière de dire qui soit juste, qui soit pudique aussi. C'était épuisant, mais il fallait le faire, écrivez-vous, page 17. Pourquoi et pour qui Yannick Enel ? Alors, c'était d'abord pour Riss, le directeur de Charlie Hebdo. C'est lui qui m'avait engagé il y a 5 ans. Au lendemain des attentats, il avait demandé à quelques écrivains de le rejoindre, de rejoindre la rédaction. Et c'est lui qui m'a demandé de me lancer dans cette aventure un peu folle, enfin au-dessus de mes moyens linguistiques et existentiels, qui était de suivre un procès pendant C'était 53 la jours première quand même. fois pour vous. C'était la première fois, je suis absolument pas chroniqueur judiciaire. Ça a été absolument passionnant et j'ai compris très vite bah, dans la nuit, en écrivant chaque nuit, enfin, ma responsabilité, enfin, ce qui pesait sur mes épaules. Donc c'était Iris vous dit que vous n'aurez pas de vie à côté de ce procès pendant l'écriture de ces chroniques. mais quand il m'a dit ça, je me souviens très bien, j'ai ri, j'ai éclaté de rire, et je me suis dit: «Cause toujours, j'aurai la vie que je veux». Rien du tout, effectivement, je n'ai fait qu'assister au procès et écrire la nuit. Parfois, c'était 10 heures de procès et puis, bah, 3 heures d'écriture. Mais très vite, je me suis mis à écrire pour les survivants, pour être à la hauteur, disons, pour les parties civiles. Puis finalement, j'ai vu que ça nous dépassait même tous, enfin, c'est peut-être un très grand mot, bon, c'est un très beau mot, mais c'était aussi pour, une forme d'humanité, enfin, j'ai senti que c'était la chose à faire, qu'il fallait faire ça. Il fallait sortir de cette, salle, où les mots se referment sur eux-mêmes comme un caveau. Il fallait sortir ce qui s'était dit de si terrible, de si beau et le transmettre immédiatement. Donc, ça valait la peine ces 3 heures d'écriture, de 4 heures du matin à 7 heures. Avec deux temporalités dans cette écriture. Le Ouais. site, puis un livre en janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, et ce livre, Notre solitude. voilà, on avait d'abord rassemblé dans un premier temps avec le dessinateur Book, les chroniques et les dessins. Ça a fait l'objet d'une publication effectivement en février. Mais moi, je suis un écrivain, je ne peux pas m'empêcher de mettre les choses en récit. Et les mettre en récit, c'est pas nécessairement inventé. C'est au contraire leur donner la vérité, pour moi, encore plus transmissible d'une parole collective. Parce qu'un récit, ça implique le monde, enfin. C'est pas seulement ce qui s'est passé dans l'urgence, là, qu'on vient d'entendre. C'est une perspective immense. Voilà, c'est un récit sur comment j'ai fait pour écrire, pour affronter ça en tant que citoyen, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait quand on est aussi journaliste à Charlie Hebdo, qu'on est sous protection policière le temps du procès? C'était tout à fait inédit pour moi, difficile à vivre. Et puis surtout, la beauté des témoignages, moi, c'est ça qui On va me revenir tout à l'heure, ouais, notamment ouais, autour de Zari Siboni. ouais. Votre ambition, expliquez-vous Yannick Enel, était d'écrire un récit parallèle à celui de la narration judiciaire, mais lui entièrement consacré aux invisibles. Plus tard, vous ajoutez vouloir écouter les morts, leur faire une place, retrouver leur voix. Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans votre démarche d'écriture ? Absolument, oui, oui. Spirituel, c'est exactement ça. Parfois même un peu mystique, je sais pas, peut-être je suis un
un athée mystique, je ne sais pas comment dire ça. Mais on a besoin de tout et l'esprit est toujours là. De manière très précise, je me suis, pendant le procès, aperçu qu'effectivement, il y avait la tentative d'élucider ce qui s'était passé techniquement, d'où venaient les armes, pourquoi, comment. Mais l'autre chose, le récit des invisibles, comme je disais, c'est ce qui sort d'une parole qui revient de la mort. Je pense à Zari Siboni, mais on va en reparler, comme vous disiez, j'ai hâte d'en parler. J'ai toujours envie de parler de ce que j'ai entendu sortant de sa bouche. C'était prodigieux. Mais La aussi lumière. la lumière, vraiment, oui. Oui, oui. Une forme de grâce, je dirais, parce que là, il s'est passé quelque chose qu'elle nous a très généreusement raconté, transmis pendant les 4 heures de l'enfer de l'hypercachère. C'est que la mort n'a pas réussi à la voir, elle. Koulibaly lui a tiré dessus plusieurs fois. Koulibaly a tenté de mettre l'enfer sur terre pendant 4 heures. Et elle, il lui a dit à un moment, elle l'a très bien dit avec sa pudeur, il lui a dit: «Tu pas encore morte, toi?» Et que quelqu'un soit plus fort que la mort, enfin voilà, c'est ça le spirituel, c'est ça l'esprit. Je pense qu'elle-même n'a pas mis des mots là-dessus, mais elle est venue nous dire qu'il était possible d'en revenir, voilà, et que la mort n'a pas le dernier mot, même pour ceux qui sont morts. Parce que la parole, et c'est aussi le sens de mon livre, c'est tout simplement un hommage, enfin une sorte de traîne ou de kadish, ou de, je ne sais pas comment dire ça, une forme de deuil par la littérature, enfin d'accompagnement, de cortège, voilà. Il se trouve que ceux et celles qui sont morts ne le sont pas, pour peu qu'on parle d'eux et d'elles, pour peu qu'on pense à eux et à elles. Moi, c'est ça ce que j'appelle le spirituel. C'est être toujours, à chaque instant, si on le peut, c'est pas possible tout le temps, mais d'être en train de penser à ceux qui ne sont pas là, de sorte que leur absence devient un baume, une grâce, un bouquet. Enfin, vous voyez, j'ose, et c'est Sigolène Vinzon, l'une des survivantes de Charlie Hebdo, disait: «Il faut de la poésie pour les morts». Je crois que c'est extraordinaire cette phrase. Je vais vous citer justement à propos de Zari Siboni. C'est justement ce mot qu'elle, donc Zari Siboni, a prononcé d'emblée, vérité. Elle s'est excusée parce qu'elle savait que ses propos seraient douloureux pour les familles. Mais il n'était pas possible d'en atténuer la dureté, car la vérité fait mal, et c'est bien la vérité qu'il s'agissait de nous transmettre. Il faut beaucoup de courage pour dire la vérité, cette vérité brutale, terrible. Yannick Enel. Ah bah la vérité est toujours dure, hein. Je me méfierais d'une vérité dulcifiante, un peu caressante, sauf dans l'amour. Hem, il faut du courage, je pense qu'elle a un courage infini, cette femme, Zari Siboni, enfin, je suis très admiratif. Quant à mon courage à moi, qui est moindre, enfin, d'écrire ce livre, d'essayer de devenir le témoin des témoins, vous voyez, je viens après. C'est le courage d'une forme de travail, enfin de ténacité, oui. Je pense que essayer de regarder la malfaisance en face, parce qu'on pourrait penser autre chose, hein. On pourrait s'en détourner. Peut-être on a raison de s'en détourner. Moi, je crois pas. Il faut regarder les crimes en face. Il faut essayer de regarder les scènes de crimes, de regarder la mort. Et Zari Siboni, quand elle s'excuse de manière prodigieusement honnête, enfin, parce qu'elle va dire des choses qui sont difficiles à entendre, c'est merveilleux parce que on est avec elle, quoi. Bien sûr que c'est difficile à Et vous entendre, mais il faut citez le à, dire. et vous citez à son propos une autre phrase, celle de Simone Veil: «Tout mal suscité dans le monde voyage de tête en tête jusqu'à ce qu'il tombe sur un être parfaitement pur qui le subit tout entier et le détruit». Évidemment, vous pensez à Zari Siboni, Ouais. à Annie Kennel. Est-ce que vous lui avez parlé après son témoignage? Non, j'ai pas osé. Et et vous savez, il y avait le Covid qui était très, enfin, comment dire? Pendant ce procès, on était très distanciés les uns des autres. On avait peur que le Covid entre dans la salle d'audience qui a eu lieu. On savait pas si elle allait repartir immédiatement en Israël ou pas. Les avions étaient retardés. Et puis, je sais pas, je me disais, elle a parlé. On va pas faire ajouter des choses à quelqu'un qui a parlé si bien. Mais la phrase de Simone Veil que j'ai trouvée pendant le procès en feuilletant les cahiers, c'est une phrase cruciale. Je suis heureux que vous l'ayez citée. Effectivement, il existe des êtres qui arrêtent en eux le mal.
nous autres mortels, enfin vous, je sais pas, mais moi, Si, si, je vous confirme. j'ai pas ce pouvoir. J'ai pas ce pouvoir, peut-être, d'arrêter le mal. Je pense que quand on me fait du mal, entre guillemets, j'ai tendance bêtement à le propager aussi pour m'en défaire, vous voyez. Mais les saints, les saintes, comme dit Simone Veil, que ce soit des saintes laïques ou des saintes spirituelles, eh ben, elles prennent le mal sur elles, le bloquent, et le mal n'est plus contagieux. Et en écoutant Zari Siboni, peut-être je lui prête trop de pouvoir. C'est une personne qui avait une merveilleuse fragilité aussi. Mais spirituellement, on peut être très fragile, très vulnérable et être très fort spirituellement. J'ai senti ça, ouais. Qu'elle, elle ne le propageait pas, le mal. C'est pas seulement qu'elle le faisait pas, c'est qu'elle le propage pas. Ce que vous donnez également à comprendre, Yannick Enel, c'est l'impossibilité du langage parfois à dire l'horreur, à retranscrire fidèlement l'effroi éprouvé par la vue de ces images d'une attaque terroriste, en l'occurrence celle de Charlie Hebdo. Nous sommes alors au 5e journée du procès, ça, vous en parlez, disons, dans les 100 premières pages à peu près du livre. Les mots semblaient faibles, ils étaient vides. Quel rôle jouent respectivement les témoins, la parole des témoins et l'écriture du romancier dans tout ça? Est-ce qu'il y a une forme de catharsis qui s'exprime? Alors, il y a une forme de catharsis pour les témoins. J'ai beaucoup parlé avec Coco, avec Simon Fieschi, avec Sigolène Vinzon, parmi les survivants de Charlie Hebdo. Ça a opéré pour eux. Une métamorphose a eu lieu, parfois en direct. Je vous assure que de voir Coco mimer le moment où l'un des Kouachi la tient en joue, ça a été très perturbant. Même Régis de Jorna, le président de la cour d'assises, m'a dit plus tard que c'était le moment le plus fou de ce procès. Quant à moi, comme écrivain, je me suis rendu compte, je ne savais pas ça, je me suis rendu compte que quelque chose en moi, quand on écrit dans la nuit, enfin, on s'avance vers l'inconnu, pour peu qu'on ait de l'empathie, pour peu qu'on ose se fragiliser, vous voyez, et pas s'armer, eh ben, on s'avance étrangement vers ces paroles-là. Je me sentais très très proche, moi qui n'avais pas vécu ces horreurs. J'ai senti que, pas moi, mais mon langage pouvait faire quelque chose pour ça, comme un relais, vous voyez. C'est pour ça que je disais un témoin au sens même sportif. Enfin, c'est comme si les phrases, je les avançais, ou elle les avait avancées, je ne sais pas vers qui. Ou je sais pas. Il y a un moment, on ne sait plus trop vers où on va, parce que la vérité dont vous parliez tout à l'heure devient tellement étrange. Et là, il s'agit simplement de la redonner à entendre, voilà, et chacun y prend ce qu'il veut. Moi, j'ai fait cette expérience-là que j'essaye de raconter scrupuleusement, une expérience parfois même d'impuissance à dire, et Alors parfois, justement, et on va terminer avec cela, malheureusement le je vous en temps nous prie, manque, oui. vous vous rappelez une phrase de Ries dans son dernier livre: «Ceux qui ne sont pas morts de l'attentat ne sont plus les vivants qu'ils étaient avant». Est-ce que la chronique terriblement éprouvante de ce procès des attentats de janvier 2015 a changé l'écrivain que vous êtes? Absolument, absolument. Et peut-être l'homme, au-delà de l'écrivain, même s'il n'y a peut-être pas de frontière entre les deux? Oui, oh, j'aime penser qu'il y en a pas, mais oui, oui, ça m'a complètement métamorphosé. Je pense que la question de l'innocence, de l'indemne, de ce qui en nous est à l'abri du mal, c'est quelque chose vers quoi je tends. Enfin, c'est quelque chose qui me hante maintenant. Je pense qu'il y a de l'irréductible en chacun de nous, et c'est ça qu'il faut faire parler, cet irréductible, une forme d'amour au fond, d'indemne. Voilà, ce qui échappe à l'enfer. Je pense que l'enfer, je l'ai vu à travers ces témoignages, je l'avais jamais vu d'aussi près. Mais j'ai aussi découvert que la justice était le lieu le plus beau de la société, enfin, qu'une cour d'assises était un lieu absolument démocratique, où la parole circulait, et ça m'a fait un bien fou, voilà. Je ne peux que conseiller la lecture de ce formidable livre Notre solitude, paru aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup Yannick Enel d'avoir accepté notre invitation cet Merci à vous. après-midi dans le grand journal de Radio J. On peut réécouter et revoir cette interview sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt sur notre antenne. Merci.